D'accord. Décortiquons tout cela. Bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. Bonjour tout le monde, très heureux d'être là. Aujourd'hui, on a un sujet qui est honnêtement fascinant. C'est une histoire vraie, mais on dirait vraiment qu'elle sort tout droit d'un roman de science-fiction ou d'un film d'aventure. Ouais, c'est exactement ça. La réalité dépasse la fiction ici. Totalement. On va parler de la création et de la reconnaissance officielle du chien loup tchécoslovaque. Un parcours du combattant, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est clair. Et pour ça, nos sources aujourd'hui rassemblent des documents cynologiques officiels, pas mal d'articles historiques et même des recherches scientifiques. Des sources vraiment solides, ouais. Et notre mission aujourd'hui, surtout pour les esprits plus jeunes, les lycéens et les étudiants qui nous écoutent, c'est de retracer ce parcours incroyable. Parce que c'est pas juste une question de biologie en fait. Non, voilà, c'est surtout une énorme leçon de persévérance. C'est vraiment l'histoire de comment on réussit à faire accepter une nouveauté totale face à une bureaucratie super stricte. De l'échelle nationale jusqu'au niveau international. Exactement. C'est parfait pour comprendre un peu comment l'histoire et les règles de notre monde se construisent. Comment on transforme un hybride sauvage en une race mondialement reconnue. Et le défi paraissait littéralement impossible au départ. Ah ça, oui. Alors pour comprendre ce long combat, il faut d'abord qu'on revienne à la base. Pourquoi est-ce qu'on a créé cet animal? Qu'est-ce qui le rendait si spécial? Eh bien, tout commence en fait en 1955. En pleine guerre froide. Exactement. Sous la direction d'un certain ingénieur, Karel Hartl. À la base, c'était une expérience purement scientifique et militaire. Pour les gardes frontières, c'est ça, hein? La Poranichi Strage. C'est ça. Le problème qu'ils avaient, c'était le climat. À la frontière, les conditions étaient extrêmes. Un froid glacial, une humidité constante. L'enfer blanc, quoi. Ouais, et les bergers allemands qu'ils utilisaient, ils tenaient pas le coup. Leurs reins lâchaient, leurs coussinets gelaient. Mince. Donc Hartl s'est dit, enfin, il a eu cette idée un peu folle, de créer un super chien, c'est ça? Voilà, le but c'était de créer un animal capable de résister à ces conditions en croisant le berger allemand avec le prédateur local ultime. Le loup des Carpates. Absolument. La toute première portée est née en mai 1958 à Libejovice. Ok, donc le croisement concret entre un chien et un loup. Ouais, c'était une louve qui s'appelait Brita et un berger allemand du nom de César. Z. Brezovohaya. Mais pour faire une analogie, tu sais, pour rendre ça parlant pour les jeunes qui nous écoutent, Vas-y. c'est un peu comme essayer de créer un super-héros en laboratoire. On se dit génial, on va voir les super-pouvoirs du loup, donc la vision nocturne, l'ouïe, l'endurance. Ouais, sur le papier c'est parfait. Mais on se rend vite compte que ces pouvoirs viennent avec un caractère juste impossible à contrôler en classe, non? Ah c'est exactement le problème qu'ils ont eu. Ce qui est fascinant ici, c'est la réalité de cette première génération d'hybrides, ce qu'on appelle les F1. Ils étaient agressifs, non? En fait, non, pas du tout. Ils étaient surtout extrêmement craintifs. Trop sauvages, trop fuyants pour être dressés par l'armée. Le loup fuit ce qu'il ne connaît pas, c'est son instinct de survie. Ah oui, c'est logique. Si un soldat tire un coup de feu, le chien ne doit pas partir en courant dans la forêt. Exactement. Donc, scientifiquement, ils ont dû procéder à des rétrocroisements. C'est-à-dire? Ils ont repris ces hybrides et les ont recroisés avec des bergers allemands purs, pour les générations F2, F3, F4. Pour diluer un peu le côté loup, en fait. C'est ça. Le but, c'était de garder les capacités physiques incroyables du loup, mais de retrouver la capacité d'apprentissage du chien. Et ça a marché? Oui, ils ont réussi à stabiliser le sang de loup autour de 25 à 30%, ce qui est encore le cas aujourd'hui. D'ailleurs, en 25 ans de programme, ils n'ont utilisé que 4 loups au total pour fonder la race. Attends, 4 loups seulement. Ouais. Brita, Argo, Sharik et Lejdi. C'est tout. Waouh! Donc l'expérience biologique est un succès total. Ils ont leur super chien. Biologiquement, oui. Mais c'est là que la vraie bataille commence, non, hein? Convaincre la société de l'accepter. Ah, la fameuse bureaucratie. C'est là que ça devient un vrai parcours du combattant. Dans les années 60 et 70, ils se heurtent à un mur, c'est ça? Un mur institutionnel, ouais. Les organisations de l'époque, dans le bloc de l'Est, comme le Soisarme, refusaient catégoriquement d'inscrire ces chiens dans le registre officiel. Le Soisarme, c'était l'organisme qui gérait la cynologie d'État. Exactement. Ils ont fusé en 1966, puis encore en 70. Mais alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Je veux dire, pourquoi refuser un chien qui est biologiquement supérieur pour le travail? Était-ce de la peur face à l'inconnu ou simplement des règles absurdes? Un mélange des deux. Le prétexte officiel, c'était un manque d'effectifs. Il disait qu'il n'y avait pas assez de chiens.
Ce qui était faux, non? J'ai lu qu'il y en avait déjà plus d'une centaine. Totalement faux. En réalité, les éleveurs traditionnels de bergers allemands voyaient cette hybridation comme une menace. Pour eux, c'était salir la pureté de leur race. Ah, la peur de la concurrence. Et du coup, l'armée a fini par perdre de l'intérêt? Ouais, parce que ça demandait trop de subtilité dans le dressage pour de jeunes appelés militaires. Du coup, sans l'armée, le projet aurait dû mourir. Mais il a été sauvé. Par des civils, ouais. Et surtout grâce à un homme en Slovaquie, le major František Rosík. À Malacky, c'est bien ça? Exactement. Rosík a maintenu l'élevage en vie de façon presque associative. Si Karel Hartel était le cerveau scientifique, Rosík c'était vraiment l'esprit pratique, le sauveur sur terrain. C'est une super belle leçon, je trouve. Ça montre qu'une idée innovante demande souvent des décennies de lutte contre des institutions rigides avant de passer. Absolument. Et cette persévérance a payé. Le 20 mars 1982, le tout premier club est fondé à Brno. Boum! Victoire nationale. Le chien loup tchécoslovaque est enfin une race reconnue dans son propre pays. Mais avoir un club national, c'est génial. Sauf que le but ultime, c'est le monde entier. La Fédération cynologique internationale, la fameuse FCI. Ouais. Il fallait prouver que c'était pas juste une bizarrerie locale, mais un vrai chien de travail digne du groupe 1. Le groupe des chiens de berger et de bouvier. Et pour y entrer, les tests étaient brutaux. C'est les fameuses épreuves d'endurance dont on a entendu parler? Ouais, les épreuves SVP ou ZVP. C'est là que le chien devait prouver sa valeur. On parle de faire courir les chiens à côté d'un vélo. Attends, courir à côté d'un vélo sur quelle distance? 40, 70 et jusqu'à 100 km. 100 km. Ok. C'est exactement comme si... imagine un nouveau club de sport scolaire qui arrive. Ouais, Et on leur dit, ok, vous voulez participer aux Jeux Olympiques? Bah, vous avez une période d'essai de 10 ans et vous devez courir des marathons juste pour prouver que vous avez le droit d'être là. c'est une excellente comparaison. Ils ont littéralement couru des marathons. Et si on relie cela à une vision plus globale, c'était pas juste un caprice sportif. C'était pour prouver quoi? Ça validait le but initial de 1955. Prouver que le croisement avec le loup apportait vraiment une amélioration physiologique. Un berger allemand classique n'aurait jamais pu récupérer aussi vite après 5 km. C'est impressionnant. Et donc, après ces épreuves, la FCI a dit oui. En 1989, oui, grâce à la diplomatie acharnée de Petr Dvorak, la FCI a accordé une reconnaissance provisoire à Helsinki. Le standard numéro 332, c'est ça? C'est ça. Mais attention, provisoire. Ils avaient 10 ans de période probatoire pour prouver que la race était viable à long terme. 10 ans. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que pendant cette fameuse période d'essai, l'histoire géopolitique décide de tout bouleverser. Ouais, le mur de Berlin tombe et en 1993, la Tchécoslovaquie se sépare. La République tchèque d'un côté, la Slovaquie de l'autre. C'est ça. Mais du coup, comment une race qui s'appelle tchécoslovaque survit-elle à la disparition de son propre pays en plein milieu de sa période d'essai? Ça posait un énorme problème juridique pour la FCI. À qui appartient le chien? J'imagine la panique dans les bureaux. Ils ont dû trouver un accord. Le 4 juillet 1993, un traité est signé. Le nom reste chien-loup tchécoslovaque pour l'histoire, mais c'est la Slovaquie qui obtient le patronage officiel. Le patronage, ça veut dire que c'est eux qui gèrent le standard de la race. Voilà, ils sont responsables de dire à quoi le chien doit ressembler. Et ça s'est bien passé. Oui et non. Cela soulève une question importante parce que la Slovaquie a parfois modifié le standard de son côté. Ah, genre sur quoi? Par exemple, sur les dents manquantes. Ils sont devenus un peu plus permissifs là-dessus, ce qui a créé des frictions avec les éleveurs trek. Ah oui, gérer un héritage canin à 2 pays, c'est de la diplomatie de haut niveau en fait. Même pour nos amis à 4 pattes, ouais. Mais finalement, en 1999, au Mexique, Stefan Štefik a défendu la race avec succès devant la FCI. Et boum, reconnaissance définitive. Exactement. Fin de la période probatoire. Mais le plus drôle, le fait inattendu que j'adore dans cette histoire. L'italien. Oui, aujourd'hui, la plus grande population de ce chien n'est ni en Tchéquie ni en Slovaquie, elle est en Italie. Ouais, avec plus de 1200 inscriptions par an, c'est complètement fou. C'est une ironie magnifique. Une race qui est née d'un secret militaire derrière le rideau de fer pour résister à la neige devient l'une des races les plus populaires sous le soleil italien. Les Italiens ont toujours eu une fascination mythologique pour le loup, mais ça montre à quel point cette race a voyagé loin de ses origines. C'est clair. Pour résumer un peu ce voyage extraordinaire qu'on vient d'explorer, on part d'une expérience scientifique secrète dans les casernes glaciales de la guerre froide. On passe par des décennies de refus obstinés
obstinée de la part des bureaucrates. Jusqu'à une reconnaissance mondiale partagée entre la République tchèque, la Slovaquie et maintenant le reste du monde. C'est vraiment la démonstration parfaite que la persévérance peut faire accepter les idées les plus sauvages. Exactement. Et je voulais nous laisser ceux qui nous écoutent sur une dernière réflexion un peu provocatrice. Vas-y. Ce chien-loup tchécoslovaque, il a été inventé spécifiquement pour garder des frontières fermées, pour empêcher les gens de passer. C'était son but premier, ouais. Et aujourd'hui, reconnu internationalement, ce même animal traverse librement toutes ces frontières en tant qu'athlète respecté et membre de la famille dans plein de pays. C'est un sacré retournement de situation. On peut vraiment se demander, lorsqu'on crée ou qu'on modifie un être vivant pour des raisons politiques, est-ce qu'on ne perd pas finalement le contrôle de son destin une fois que l'histoire, elle, décide de changer de direction? Une belle question ouverte, ouais. L'animal a survécu à l'institution qui l'a créé. Exactement. Merci beaucoup d'avoir décortiqué tout ça avec moi aujourd'hui et merci à tous de nous avoir écoutés. À très bientôt!